Bon, eh bien, merci à vous de nous rejoindre cet après-midi pour cette discussion avec vous dans le cadre du Festival Cinémonde et plus particulièrement de l'hommage modeste qu'on voulait rendre cette année à l'acteur Philippe Noiret. Alors, vous avez pu, pendant toute la semaine, redécouvrir un certain nombre des films, aussi bien des films de Tavernier que de Robert Enrico ou de Granier de Fer. J'ai vu qu'il y avait plusieurs jeunes aussi qui étaient venus découvrir ces films et des personnes qui étaient très heureux de pouvoir redécouvrir ces films. Donc voilà, c'était l'occasion de pouvoir les revoir ou les découvrir sur le grand écran et c'est toujours un plaisir pour nous. Et puis, comme vous avez pu voir tout à l'heure, donc l'inauguration de l'espace Philippe Noiret. Merci beaucoup à tous les deux, Monique Chaumette, tout d'abord, et puis Denis Pouzoulou aussi de venir. Alors, petite question tout de suite. Je me trompe toujours, est-ce qu'on dit Pouzoulou ou est-ce qu'on dit Pouzoulou? C'est un nom italien, donc en italien, les U se prononcent U. Donc on peut alors. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous. Comme on le disait tout à l'heure, vous avez des liens avec la région. Et puis, vous aussi, d'une certaine manière, et notamment il y a encore très peu de temps, vous étiez venu tourner ici à Berck. Donc voilà, c'est un retour pour tous les deux qui nous fait énormément plaisir. Avant de parler de Philippe Noiret, on aimerait bien que vous puissiez nous parler un petit peu de votre enfance, en tout cas de quand vous étiez venu ici à Berck, voilà, qu'on se remémore un petit peu cette période où vous étiez ici avec vos frères, je crois. C'est ça? Oui, je suis venue à Berck en vacances, j'avais une dizaine d'années, dans une pension de famille, vraiment en face du lieu que vous avez choisi pour inaugurer ce hall de cinéma. Et vraiment en face. J'étais avec mes frères et qui devaient j'étais avec mes frères sous la surveillance de mes frères, à condition que je lave leurs chaussettes. C'est une chose qui m'est toujours restée, ce marché. Ma mère qui me disait qu'il lavera les chaussettes de tes frères. D'accord. Et nous sommes partis tous les trois dans cette pension de famille, surveillés vaguement par une amie de ma mère qui était là. Et pendant deux années, j'ai à peu près, j'ai respiré l'air vigoureux de Berck pour me faire des os solides. Et une attention de ma mère qui était très à cheval là-dessus. Et vers 1930, dans les années 30, Philippe était promené par sa maman dans sa petite voiture d'enfant sur la jetée par tous les temps. Ils sont restés, je crois, assez longtemps puisque c'est son père qui était nommé par sa société pour travailler. Ils ont dû rester une année à peu près. Il a vraiment débuté sa vie ici à Berck. Et les années ont passé, nous nous sommes rencontrés sur le plateau du Palais de Chaillot dans la troupe de Jean Vilar et nous sommes après partis vivre notre aventure de couple. La vie est passée et je me retrouve ici, inaugurant en face de ma pension de famille Ah oui, l'espace. Inaugurant cet espace que vous avez bien voulu baptiser Philippe Noiret. Et je me dis qu'il y a une boucle qui est bouclée là, la Providence qui m'a amené là. Et je trouve ça assez étrange, assez touchant d'ailleurs. Ça me touche beaucoup. Lors de vos conversations, est-ce que c'était une région dont parlait Philippe Noiret ou pas, Bruno Non, il n'en parlait pas parce que c'était absolument normal, parce qu'après Berck,
Il a été avec ses parents au Touquet, et lorsque nous avons eu notre fille, on a enchaîné, on louait des maisons, et tous nos enfants ont grandi dans la Côte d'Opale. Et toute la famille était réunie, les petits-enfants, les grands-mères, tout ça, c'était une joie formidable de se retrouver enfin en famille, tous, dans cette Côte d'Opale où tous les enfants ont forci, se sont faits. Et voilà, c'est un souvenir magnifique. Et c'est un homme du Nord, il est né à Lille, mais son père était d'Amiens, et sa mère était de Namur, c'était une Belge. Et on aimait le vent du Nord, le vent, la pluie, tous les temps. On a toutes les saisons dans une journée. On a le froid, le vent, la pluie, le soleil. On connaît tout ça. Et on aimait ça. On partait à bicyclette par tous les temps. Et on a élevé nos enfants, nos petits-enfants, très, très tard. Très, très tard. Comme ça. Quand il n'a plus été là, je ne suis plus retournée. Mais je suis très contente d'être là aujourd'hui. Merci. Toujours par rapport à la région, il y a eu un autre moment, parce qu'on a su qu'effectivement vous veniez régulièrement au Touquet, mais il y avait aussi un film extrêmement important dans la filmographie de Philippe Noiret, qui était La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier, qui avait été tourné aussi en grande partie sur Berck et sur la Côte d'Opale. Est-ce que vous vous souvenez de cette période où il tournait ce film, La vie et rien d'autre, qui se passait pendant la Première Guerre? C'était pas sur la Côte d'Opale. Il y avait des scènes qui se passaient sur Berck, au niveau de l'hôpital militaire, l'hôpital maritime. Ah, c'était sur Berck? Ouais. Je ne suis pas venue à ce moment. C'est pour ça, il y a plusieurs années. Ah oui. Donc un rôle qui était intimement important pour lui. Important pour lui. Ah oui. Ah ben je me souviens pas qu'il était pas. Ouais. Vous voyez, il était revenu. Si j'avais su, je serais venue. Frédéric, Et par rapport à effectivement cette rencontre et ces débuts au théâtre, quels souvenirs vous en gardez? Quelle approche était la vôtre par rapport à ce début de carrière et ensuite ce qui l'a conduit au cinéma? D'abord, moi j'étais déjà au TNP quand il est arrivé, un peu plus tard quand même. Et nous avons vécu en camarades comme ça, on se regardait à peine, on travaillait ensemble, en bons camarades, puis c'est tout. Et puis tout d'un coup, la vie a changé, il m'a regardé d'une autre façon, et j'ai décidé de partir avec lui parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait. Et nous avons vécu longtemps ensemble, comme ça. Et le cinéma est venu à lui d'une façon assez très vite, très brutale. Il faisait un duo avec Jean-Pierre Darras au Cabaret dans Paris quand il a quitté le TNP. Pour acheter le lait Guigos, il faisait beaucoup les cabarets avec Jean-Pierre. Et là, le cinéma est venu le chercher, vraiment. C'est Louis Malle, pour Zazie dans le métro, qui est venu, qui l'a choisi, et sa carrière a démarré là. Le cinéma vient à vous. Le public vous choisit. Il l'avait choisi et c'est parti. Et c'est parti pour toute une vie. Ça a été magnifique. Il a rencontré des gens merveilleux avec qui il a tourné des films. Ses films les plus importants qu'il ait eus,
c'est avec Bertrand Tavernier, ils s'étaient retrouvés tous les deux, lui son comédien et Philippe son metteur en scène. Ils se sont trouvés tous les deux. Quand on trouve son metteur en scène, quand on trouve son comédien, ça c'est du bonheur dans le métier. Et puis voilà, puis ça a continué jusqu'au bout, jusqu'au film de Michel Boujna. Et là, je vais donner la parole à Bruno. Oui, c'est Philippe, moi je l'ai rencontré sur le film de Michel Boujna. Donc, vous l'avez vu une fois dans ma loge avec Monique avant à la Comédie Française sur une pièce de Frédéric Bellier-Garcia, mais j'avais pas trop osé leur parler à ces deux-là. J'étais assez intimidé, j'avais juste téléphoné à mes parents après pour dire qui était entré dans ma loge, mais j'étais assez intimidé. Et sur le film de Michel Boujna, je me rappelle que Michel Boujna m'avait dit avant de me donner le scénario, si tu fais le film, ton père s'appellera Philippe Noiret. Alors j'ai dit, ah bah, je le fais tout de suite, alors j'ai pas besoin de lire le scénario. Voilà, ça a été une vraie rencontre, en ce sens que quelquefois, même souvent sur les films, sur les pièces, dans notre métier, alors à la fin on échange les numéros, on se dit, on se rappelle, et puis le temps passe, et c'est bien normal, c'est normal. Ça. En fait, les relations n'ont de sens que dans l'espace du travail, dans l'espace de la pièce, dans l'espace du film, et puis après, elles ont moins de sens. Et évidemment, j'avais le numéro de Philippe, de Monique, mais après le film, jamais je n'aurais osé appeler chez eux, parce que, ben voilà, j'avais beaucoup de respect, et je n'aurais pas osé. C'est Philippe qui a rappelé tous ses fils du film, à savoir Pascal Elbé, Charles Berling et moi, et Michel Boujna, qui lui réalisait le film. C'est lui qui a fait le pas, et à partir de ce moment-là, on a dit, alors d'accord, on peut l'appeler. Et pour ma part, lorsque j'ai connu Philippe, ça correspondait à un moment de ma vie où, comme ça, j'ai eu une séparation amoureuse. Et je suis resté beaucoup en Normandie. Je refusais beaucoup le travail à cette époque-là. Et quand je venais à Paris, souvent je venais chez Monique et Philippe, chez eux. Puis comme ça, on parlait. Et un jour, souvent, on parlait, et en rentrant chez moi, je partais de chez eux, et puis en rentrant, j'allais chez moi à pied. Et je repensais à toutes les conversations. Et j'ai eu un jour envie de demander à Philippe d'écrire un livre ensemble. Mais je me suis dit, je vais lui demander par téléphone. Parce que s'il me dit non, eh bien, on sera moins gêné, parce que la prochaine fois qu'on se verra, on fera semblant de rien. On ne se souviendra plus de ce nom, et puis on continuera à parler comme avant. Et il m'a dit, bah allons-y mon grand. Donc, à partir de ce moment-là, je suis venu, j'ai préparé mes petites conversations, mes petits textes. À l'époque, il jouait au théâtre de la Madeleine, Love Letters, avec Anouk Aimé. Et j'arrivais vers 10h, 10h30, soit Monique m'ouvrait la porte, on se disait bonjour, et elle disparaissait aussitôt, soit c'était Philippe qui m'ouvrait, et puis... en fait, on avait... excusez-moi. On avait toujours les mêmes places. Lui sur le canapé, moi sur le fauteuil.
Et on parlait, quoi. On parlait pendant quelques heures, jusqu'à temps que Monique montre le bout de son nez et qu'elle dise « Vous avez bientôt fini de rabâcher toujours la même chose, moi j'ai faim. » Voilà. Et ça, alors Philippe me disait « Ah là, on ne peut pas lutter contre, il faut absolument y aller. » Et alors on descendait au garage tous les trois, on prenait la Volvo et on allait dans un restaurant souvent différent. Et là, la conversation en fait se continuait. Et souvent quand j'arrivais dans l'appartement, bien que j'ai préparé quelques questions, Philippe me parlait toujours de sa représentation de la veille. Et je le laissais parler. Je lui mettais un petit micro. Et je le laissais parler. Et soit je changeais complètement mon plan, soit à un moment j'insérais mes questions. Mais ce qui était émouvant, c'est que Philippe était toujours aussi naïf. Naïf en ce sens où il aimait son métier comme au début, mais peut-être même encore plus qu'au début. En commençant le livre, on parle beaucoup de ça, où il dit qu'il se régale à jouer tous les soirs, et peut-être plus même que lorsqu'il a commencé son métier, parce que là, il avait conscience de tout ce qu'il faut pour remplir une salle de 100, 200, 300, 500, 1000 personnes. Il m'en parlait comme d'un miracle. Et il me racontait l'histoire d'un directeur de théâtre qui disait d'ailleurs complet, le plus beau mot de la langue française, un théâtre complet. Et Philippe n'était pas du tout désabusé. Il aimait la vie au travers de son métier, que ce soit le cinéma pendant des années, ou que ce soit au théâtre. Et le public lui rendait bien, parce que au théâtre, moi je n'ai jamais été seul en scène, mais Philippe a été seul en scène. Et quand on est seul en scène, on sait pour qui se déplace le public. Alors il l'a eu pendant toute une carrière au cinéma, le public Moi je me souviens de ma maman qui me disait « Tiens, lis-moi le programme ». Et puis je disais « Bah là il y a un film avec un tel, Philippe Noiret ». Elle me dit « Ah bah Noiret, oui, on va regarder ça ce soir alors ». Et c'est comme ça mes premiers contacts avec Philippe en fait. C'est devant la télé quand j'étais petit. Mais c'est vrai que dans les contemplations, par exemple, les gens venaient parce que c'était lui sur scène. Et ça, pour un acteur, c'est extraordinaire aussi. C'est extraordinaire. Et puis, le fait de tourner avec lui, vous savez, quelquefois, on admire des comédiens. Et puis, on tourne avec eux, on est très déçus. On est très déçus. Et Philippe n'a jamais eu un ton paternaliste. Il n'a jamais été de ceux qui disent « j'en connais un rayon, alors faut faire comme ci, comme ça ». Parce que lui pensait qu'il ne savait déjà pas pour lui-même comment faire. Il n'avait pas de recette en fait. Et ce qui était beau, c'est que de temps en temps, comme ça, quand on le voyait jouer, on se disait « tiens, je ne sais pas comment c'est foutu, je ne sais pas comment c'est fait, je ne vois pas les ficelles ». Et il aimait dire qu'il était un parmi les autres, même quand il a eu ce statut de vedette, et que ça, c'était grâce à Jean Vilar, qui considérait d'ailleurs comme sa plus belle rencontre dans le métier. Pourtant, il en a rencontré des gens, mais il disait toujours que c'était Jean Vilar, sa plus belle rencontre artistique. Et sur le tournage, vraiment, il était un parmi les autres. On était comme ça, beaucoup plus jeunes, mais il se posait les mêmes questions que nous. De temps en temps, il nous disait, est-ce qu'on pourrait bien se faire le texte? Parce que là, il n'est pas trop sûr chez moi. Alors, je suis sûr que quelquefois, il disait ça pour nous mettre à l'aise.
Je l'ai vu un jour faire semblant de se tromper dans son texte face à un acteur et faire un coup d'œil. Parce qu'il voulait mettre l'acteur à l'aise. Et ça, c'était vraiment tout Philippe. Et puis aussi, ce qui était émouvant, c'était qu'à cette époque, Philippe était déjà souffrant. Mais quand même, quand il avait fini sa journée plus tôt que les autres, il restait dans son fauteuil à nous regarder. Et ça, c'était aussi émouvant. Parce qu'on était comme ça, pour nous, sous l'œil du maître. Et on voulait lui plaire en jouant. On voulait une parole de lui après, évidemment. Et il était toujours là. Il savait comme ça comment nous prendre. Il savait comment abaisser les égos trop développés en une parole. Et puis, ce film s'est bien passé, mais c'est aussi beaucoup grâce à lui. Il savait, c'était le chef. C'était le chef, sauf quand Monique est venue sur le tournage, où il nous a dit, alors là les gars, faut pas déconner. Il y a Chonchon qui va arriver, alors là, faut pas déconner. Voilà ce que je pourrais vous dire. Vous avez évoqué l'univers du théâtre, l'univers du cinéma. Faisait-il une différence entre les deux? Avait-il une préférence? Puisqu'effectivement, il est revenu au théâtre à la fin de sa carrière. Est-ce que par rapport à ce rapport quotidien avec le public, différent évidemment du cinéma, c'était un univers qu'il appréciait différemment? Ou est-ce que le cinéma le comblait tout à fait également? Mais Philippe ne m'a jamais parlé de différence. Il ne faisait pas, bon, la différence que font les gens, acteurs, c'est pour le cinéma, comédien pour le théâtre. Lui, il ne faisait pas de différence. En fait, il me disait que ça venait du même endroit. La grande différence qu'il y a avec le cinéma, et que Philippe faisait aussi, c'est que vous prenez les grands rôles au théâtre. Par exemple, vous prenez une pièce de Molière, Don Juan. Moi, je peux jouer Don Juan aujourd'hui. Je peux jouer Sganarelle aujourd'hui. Mais je pouvais jouer les deux aussi il y a 10 ans. Et je pourrais encore jouer les deux dans 10, 15, 20 ans. Au cinéma, ce que vous ne faites pas aujourd'hui, vous ne pourrez plus jamais le faire. Et Philippe savait ça. Philippe savait que tant que le cinéma vous appelle, il faut y aller. Parce que c'est en rapport avec ce que vous êtes aujourd'hui. Le théâtre, il y a toujours moyen de monter une pièce avec des amis, de monter une pièce seule, d'ailleurs. Mais au cinéma, même quand on vous dit un petit film avec pas beaucoup d'argent, c'est déjà énormément d'argent. Donc, c'est vrai que... Et l'équipe, Philippe aimait sûrement, suite à son travail de troupe, le travail d'équipe, mais il ne faut pas croire qu'au cinéma, on n'a pas l'équipe. On a l'équipe. On a l'équipe qui vous regarde aussi, on a un public. Et je vous assure que quand un technicien vient vous dire quelque chose sur une scène, il n'est absolument pas obligé. Il peut rester dans son coin et on ne lui demande rien. On a un public aussi au cinéma. Et je crois que Philippe aimait cette vie-là. Aimait cette vie-là parce qu'il aimait partir, tourner un film, il aimait être sur un plateau. Par la suite, il me dira que, d'ailleurs, il faisait le joint entre le plateau de théâtre et le plateau de cinéma en disant « Quand je suis là, la mort n'a pas le dernier mot. La mort ne peut pas me prendre puisque je dois aller au bout de quelque chose. » Et, je ne sais pas, je le voyais, si le livre s'appelle « Je me suis régalé », c'est une phrase que je l'entendais dire souvent. Dire souvent. Par rapport au théâtre, mais par rapport au cinéma aussi. Je crois qu'en fait, Jean Vilar l'a armé pour les deux, pour le cinéma
et pour le théâtre, mais pour bien plus. Pour bien plus. Pour la vie en général. C'est ce qu'il me dit aussi dans nos conversations. Ça a été plus qu'un maître pour la scène. Ça a été un maître pour la vie en général. Et quand on a la chance de trouver des gens comme ça sur son chemin, eh bien c'est important pour un acteur. Souvent des gens me disent, mais alors de vos conversations, qu'est-ce que vous en retirez? Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire de choses spectaculaires, mais j'en retire quelque chose chaque jour en fait. C'est pas comme une fable de La Fontaine avec une morale à la fin. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est vrai que le plaisir... Philippe était animé avant tout par le plaisir, que ce soit sur scène au théâtre ou au cinéma. Il aimait savourer. Et ça me faisait un peu penser à la façon dont il mangeait. Il aimait dire aussi « c'est bon, je me régale ». Eh bien, j'avais l'impression que quand il abordait un texte, c'était pareil. Alors, il n'aimait pas apprendre par cœur. Moi non plus. Mais qui aime ça? Pas grand monde. Mais une fois qu'il possédait les choses, il aimait jouer. Et il aimait refaire des prises aussi au cinéma. Si c'était le film qui le voulait. Il n'aimait pas tourner avec des réalisateurs qui se couvraient, comme il disait, qui tournaient dans tous les sens. Mais il aimait s'amuser. Lui-même, je l'ai entendu dire, si tu veux, on en refait une. Et il mettait aussi le réalisateur à l'aise, Michel Boujna, puisque c'était son premier film. Il est beaucoup intervenu sur le scénario, sur l'écriture du scénario. Il a beaucoup changé de choses. Au départ, je crois même qu'il y avait pas que des frères, il y avait des sœurs. Il dit des femmes, j'en ai assez à la maison, maintenant on va mettre que des fils. Non, voilà ce que je peux vous dire. Et c'est vrai que ce que je retiens de Philippe, c'est beaucoup plus aussi important que le métier. Parce que, par exemple, un jour, dans les derniers temps, il m'a embrassé la main et il m'a dit « Mon grand, on se complique trop la vie ». Mais c'est vrai. Et c'est une parole simple, commune, qu'on peut entendre au bar du coin si on y va. Sauf que toutes les paroles, on les entend toujours. Mais il y a des paroles dites à un moment donné par une personne donnée qui font office de déclic. Et ça, je me rappelle toujours de cette parole-là. Tout d'un coup, quand je m'encombre l'esprit, je me dis « Ah, Philippe disait ça. » Par rapport à la mort aussi, c'était, je veux dire, c'était... Il y a un livre de Camus, un de ses premiers livres, qui s'appelle « La mort heureuse ». Mais je dirais que Philippe m'a toujours étonné, quoi. Quand on avait les conversations, évidemment, on a parlé du temps qui passe. Évidemment, on a parlé de la mort. Mais en moi, je me disais, Philippe me dit ça aujourd'hui, mais le moment venu. Alors, quand on avait nos conversations, il me disait, mais c'est bien normal. On n'est pas plus qu'un arbre, un chien, un cheval. On est, on vit, puis un jour, on casse sa pipe. Mais c'est un mode de pensée que je l'ai vu tenir ce mode de pensée jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, il a eu de l'humour. Et c'était quelquefois lui qui s'inquiétait pour les autres. Et alors ça me semblait assez incroyable. Donc vous voyez, ce que j'ai retenu, moi, c'est bien au-delà du travail d'acteur, même si j'avais en face de moi un grand comédien. Il m'est arrivé d'aller le voir jouer sans lui dire. J'aimais bien. Parce que c'est pas pareil quand on sait que quelqu'un est dans la salle, mais j'aimais bien le voir jouer. Malheureusement, je l'ai connu sur le tard, Philippe. J'ai pas vu tout ce qu'il a
pu faire au théâtre, malheureusement. Mais là encore, au théâtre, il me disait, oh, quand Chonchon vient, alors là, je suis sûr d'avoir des reproches à la fin. Il me dit, elle m'a encore fait chier, mais elle avait raison. Il dit, sur Love Letters, je faisais des gestes à la fin comme ça. Elle m'a dit, mais pourquoi tu fais tous ces gestes? Ne fais rien. Bon, il me dit, la fois d'après, j'ai rien fait, et elle avait raison. Maintenant, je fais plus rien, et c'est mieux comme ça. Justement par rapport à l'avis que vous aviez sur son travail, quand des scénarios arrivaient, est-ce qu'il vous demandait votre avis sur tel personnage qu'on lui proposait, ou à aucun moment il vous présentait des scénarios? Comment ça se passait entre vous à ces moments où il faut prendre une décision par rapport à un projet? Au début, oui, je lisais oui, on était jeunes et on était intéressés par tout ce qu'on nous proposait. Je lisais les scénarios qu'on nous proposait et réciproquement. Et au début, oui, il me disait non, moi ça me plaît pas ça. Je dis comment ça se fait, je le disais. Et je dis non, tu vas faire ça, il faut que tu le fasses. Tu crois? Tu crois? Je dis oui, ça va marcher, oui. Il faut que tu le fasses. Et c'était le vieux fusil. Et au départ, et je l'ai vraiment poussé. Alors, on a eu un début, comme ça, c'était vraiment le début de notre début. Et après, petit à petit, non, il choisissait lui-même. Je lisais après, je disais oui, c'est bien, ça va. Et il y en a un qu'il n'avait pas envie de faire, qu'il ne sentait pas. Et je ne sais pas, j'ai été négligente. Je n'ai pas lu, moi. Je me dis, s'il ne le sent pas, bon, il ne faut pas qu'il le fasse. Et je n'ai pas lu le scénario. Et c'était le boucher. Et après, non, je lisais comme ça, et puis je le rectifiais dans son travail, dans ses représentations. J'allais le voir dans Love Letters, il était malade déjà, j'étais le voir et je lui ai dit à la fin, en fait, tu as une présence, tu as du talent, tu as l'émotion, alors je t'en supplie, tes mains, tu les mets où tu veux, mais je ne veux plus les voir. Jusqu'à la fin, comme ça. Et donc, il a essayé, il a fait, il est rentré le soir à la maison, il m'a dit, dis donc, ton truc, ça a bien marché. Hein. Voilà, moi, j'avais toujours des petits trucs à lui dire, tu n'es jamais contente. Mais enfin, ça faisait son chemin. Il était quand même très attentif à ce que... Il était très attentif à ce que je pouvais lui dire, oui. Mais je pouvais lui dire des choses que les autres personnes ne pouvaient pas lui dire. Alors, il avait confiance en moi. Puis on allait travailler ensemble au théâtre. On savait ce que c'était. Il avait toute confiance. Et par rapport justement à ses choix, qu'est-ce qui l'intéressait, qu'est-ce qu'il recherchait dans un scénario, dans l'univers d'un cinéaste? Il aimait changer, on a parlé de Bertrand Tavernier avec lequel il a beaucoup tourné, mais il est aussi allé dans des univers de cinéastes italiens. Qu'est-ce qui l'intéressait dans un scénario? Qu'est-ce qui retenait particulièrement son attention et qui déclenchait l'envie de faire le film? D'abord, il lisait le scénario qui l'intéressait, le personnage bien sûr,
mais surtout la rencontre. Il aimait avoir la première rencontre comme ça. Et quand ça marchait, que tout d'un coup il trouvait un rapport intéressant avec que la première conversation avait été agréable et il se décidait, il sentait que qu'il pouvait faire ce chemin avec ce metteur en scène. Ça dépendait de la première rencontre. Et une fois, il a rencontré un metteur en scène, dont je ne dirai pas le nom. Il a déjeuné avec lui, ça s'est bien passé. Il est rentré et il s'est dit, il a fait le film, il s'est dit, au départ, il m'a dit, là je me suis gouré. Parce qu'il ne s'est pas entendu, il a été très malheureux sur ce film-là. Et au départ, il a su qu'il s'était trompé. Et c'est vraiment la rencontre avec le metteur en scène qui l'intéressait. Et alors là, c'était l'amitié, l'amour, voilà, avec tous. Tout à l'heure, vous parliez de Zazie dans le métro. Il y avait eu un film plusieurs années auparavant qui j'avais lu où ça avait été compliqué pour lui, ce premier film qui était avec Agnès Varda, la pointe courte. Ah, ça, la pointe courte, il a tourné avec Agnès. Alors ça, c'était son premier film. Avec Agnès, il était parti d'Avignon. Agnès l'avait pris à défaut de Wilson qui devait faire le rôle et qui n'a pas pu le faire. Et Agnès a pris Philippe. Et il a tourné à 7, ils ont tourné à 7, comme ça il a vu les premiers rushs. Et Philippe, dans sa tête, ne se voyait pas comme il était. Il se pensait à Gary Cooper, c'est-à-dire grand, mince. Voilà. Et alors, quand il s'est vu de dos, il ne voit jamais ses oreilles de dos, il a vu son dos, il a vu cette masse, il n'a pas pu se supporter, il est sorti des roches et il a vomi sur le trottoir, excusez-moi, mais c'est exactement ce qui s'est passé, il n'a pas pu se replacer. Il a eu une révélation de lui-même, un cauchemar, et il a mis du temps à accepter son corps, sa masse, et l'acteur qui vraiment l'a rassuré, c'est Jean Gabin. Parce qu'il a vu Jean Gabin s'arranger avec son corps, cette espèce de masse qu'il était lui aussi, moins grand que Philippe en plus, et qui était séduisant. Il a compris ce qu'il pouvait faire de son corps, et c'est vraiment Jean Gabin qui lui a appris. Il le regardait, il avait beaucoup d'admiration pour lui, ils étaient toujours côte à côte, ils chantaient ensemble parce que Gabin aimait chanter, et ils se sont compris, et il a tout compris avec lui. Ça a été une révélation. On associe aussi, bien sûr, Philippe Noiret à certains autres comédiens, du grand public, souvent Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel. Il entretenait alors, évidemment des affinités à la ville, mais évidemment artistiques. Est-ce que ça, c'était quelque chose qu'il recherchait, trouver des films dans lesquels il y avait aussi ce plaisir d'être avec des comédiens, une confiance qui était déjà établie et qui pouvait explorer peut-être encore plus à la scène. On a par exemple passé la nuit Vincent, où il joue avec Jean Rochefort de Pierre Grany de Fer. Il y en a eu d'autres, le film de Patrice Lecomte aussi qui les a réunis. Quels souvenirs vous pouvez nous évoquer à ce sujet de cette complicité?
Alors, quand Philippe acceptait un film, il ne décidait pas de jouer avec un acteur ou un autre, il acceptait absolument tous les acteurs qui étaient distribués sans discussion. Et quand il a rencontré Rochefort, c'était avec Suzanne Flon, je ne sais plus, le titre va me revenir. Et il ne connaissait pas Rochefort, il le connaissait comme ça, mais et Rochefort, à un moment, devait descendre un escalier et il disait à une petite camarade, il avait une réplique qui devait dire « Je vais manger des écrevisses » et il faisait un geste à la nage, comme ça. Philippe le regarde et lui dit « Mais Jean, vous n'allez pas faire ça ?» « Ah si, lui a dit Jean Rochefort. « Mais bien sûr que si. » Et un truc comme ça, et ça a été le coup de foudre. C'est être complètement décalé. C'est-à-dire Jean osait des choses, avait une folie que Philippe n'avait pas, lui, il avait autre chose. Il n'avait pas. Mais il était admiratif de cette espèce de folie totale qu'avait Jean dans ses interprétations. Et l'amitié est venue comme ça, parce qu'à la fin du film, Jean, qui était absolument fou des chevaux, enfin, c'était aussi une question de règlement avec les chevaux, parce que Jean avait tourné un film avec des chevaux, il avait eu une peur épouvantable. Et Jean a dit, je vais surmonter cette peur, et je vais monter à cheval, et je saurai monter à cheval. Et à la fin de ce film avec Philippe, il lui dit, Philippe, est-ce que vous ne viendriez pas, viendriez pas en Camargue? Ah oui, et nous sommes partis en Camargue. Et de là est partie une longue amitié qui dure encore avec les chevaux, avec la passion des chevaux. Alors, il y avait une double passion. Donc quand il se retrouvait sur un plateau avec Marielle, ami de Rochefort, et Philippe, c'est une belle partie de plaisir et de rire, et de blagues. Ils aimaient beaucoup. Alors on va devoir interrompre en partie cette discussion parce que vous avez un train à prendre. J'ai un petit train à prendre. Voilà. Avec Frédéric. Avec Frédéric, ma fille, oui. Très proche, on est très heureux aussi de l'accueillir. Et nous on va rester un petit peu avec vous, Bruno, si vous voulez bien. Donc on va se séparer, en tout cas provisoirement. Si vous êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on revienne sur le film, donc Père et Fils. Et plus précisément, à quel moment, est-ce que dès l'écriture, Michel Boujna, il écrivait aussi avec Pascal Elbé ce projet, est-ce que dès le départ, c'était un projet qu'ils avaient écrit en pensant à Philippe Noiret, ou est-ce que c'était pas du tout le cas? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse? De mémoire, il avait été un peu long à écrire ce projet-là. Oui, ça avait été un peu long, mais c'était dès le départ pour Philippe Noiret. Et puis, dans le scénario, on sentait certaines faiblesses, et Michel Boujna a eu la bonne idée de tous nous réunir dans sa maison dans le sud. Et là, on a passé une semaine à faire des lectures du scénario et à réécrire un peu certaines scènes. Et je crois que quand on est arrivé sur le tournage, ça a été un bien pour le film parce qu'on se connaissait déjà bien, tous. Et puis on avait bien les dialogues en bouche. Donc je crois que ça, quand on peut se le permettre pour un film, c'est vraiment bien de le faire.
Et vous évoquiez l'apport de Philippe dans la réussite du projet par rapport effectivement au premier film de Michel. Ça se traduisait comment? C'était des petites paroles d'encouragement, c'était des petits conseils qu'il pouvait porter sur telle ou telle chose dans l'agencement d'une scène. Comment ça se traduisait au quotidien dans le travail sur le tournage? Ben, c'est simple, c'est faire sentir au réalisateur, parce qu'un réalisateur, vous savez, avant un film, vous ne le voyez pas beaucoup. Donc, vous pouvez être d'une façon avec lui durant les dîners, que tout passe bien, et puis sur le plateau, être complètement indirigeable. Il y a des acteurs qui sont indirigeables. Et Philippe, je crois, a mis vite Michel en confiance en lui disant qu'il pouvait tout lui dire, tout lui demander. S'il fallait refaire des scènes, vous savez, il y a des acteurs aussi qui disent bon, on en fait une ou deux, pas plus, hein, qui sont toujours avec leur portable, et qui sont vraiment indirigeables, et qui ne connaissent pas leur texte. Et là, c'est terrible, parce que le réalisateur, il doit faire avec, quand même. Et là, Philippe a su mettre une telle ambiance de rigolade aussi, sur le plateau. Et ça n'excluait pas la rigueur, quand on disait action, de rigolade, et de dire à Michel, si t'es pas content, il faut me le dire. J'ai été habitué comme ça avec Villard, quand il n'était pas content, il me le disait, et je continue toujours à travailler comme ça. Vous voyez, c'est... Je vous disais aussi qu'il ne nous donnait pas de conseils. Il était un parmi les autres. Il était un autre acteur de la bande, et c'est tout. Voilà. Et c'est très plaisant quand c'est comme ça sur un plateau. Quand c'est pas monsieur je sais tout. C'est rassurant aussi pour vous, pour les autres comédiens qui jouaient les fils. Oui, parce que il y avait une évidente complicité à créer. Je vous assure que j'ai tourné avec des gens qui avaient fait beaucoup moins de choses que Philippe Noiret, et qui étaient autrement plus... C'était terrible quelquefois. Donc, quand j'y pense, ça devrait être normal. Son attitude est normale. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Est-ce que justement sur ce surtournage qui a été entre la France et puis justement le Québec, est-ce qu'il y a eu pendant le tournage des apports, soit en improvisation, soit au moment de l'avancée du tournage qui venaient de la part de Philippe Noiret? Est-ce que il vous surprenait à certains moments où il allait voir d'abord Michel pour lui en parler? Ben, vous savez, ça c'est toujours. Ça se passe toujours, si bien qu'on n'en a plus mémoire, mais c'est toujours comme ça sur un tournage. Et quelquefois, l'acteur garde ses billes pour, quand on dit action, il se dit je vais essayer un truc. Et puis si ça ne plaît pas au réalisateur, eh ben, il n'apprendra pas au montage. Mais, et le réalisateur est souvent très, très preneur de tout ça. Il aime bien aussi être surpris. Par exemple, on parlait de Bertrand Tavernier tout à l'heure. Bertrand, moi j'ai fait 2 films avec lui. Il aime, Bertrand Tavernier, aussi les propositions des comédiens. Il aime par exemple, il va demander à un acteur de décorer un appartement avec des objets qui lui appartiennent. Dans la vie et rien d'autre, je crois que Philippe, à un moment, utilise la canne de son père. Il avait des insignes aussi de son père. Donc, vous savez, la vie de comédien et la vie de tous les jours, c'est un mélange. Hein. C'est un mélange, mais Philippe, évidemment, a apporté beaucoup au niveau du texte, quand on a retravaillé le texte, mais aussi au niveau du jeu. Mais vous dire dans quelle scène, je ne pourrais pas, parce que c'est tout le temps, c'est tous les jours. On change un mot pour un autre, on dit tiens, je vais essayer un truc, tu me diras. Mais c'est pas un événement quand ça se passe, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en tant que comédien, au-delà de ce tournage-là, quand vous étiez peut-être plus jeune, donc vous ne le connaissiez pas, qu'est-ce qui était pour vous remarquable, qu'est-ce qui caractérisait son jeu par rapport à d'autres comédiens? C'était la voix, le placement du corps, la précision, qu'est-ce qui retenait votre attention? Bien sûr, la voix. C'est pour ça que dernièrement, par exemple, quand on a écrit ce livre ensemble, j'enregistrais toutes nos conversations. Et dernièrement, j'ai fait sortir un coffret de 3 CD
avec nos conversations enregistrées, parce que Monique Chaumette m'a dit « Mais qu'est-ce que tu en as fait de tous vos enregistrements ?» Je dis bah, « Je les ai chez moi, mais j'arrive pas à les réécouter. » Elle me dit « Fais-en quelque chose, parce que les gens aimaient bien entendre sa voix. » Donc voilà, on a fait ce petit coffret. Bien sûr, c'était une voix reconnaissable entre toutes, mais il avait deux faces, Philippe. Le comédien qui pouvait en faire beaucoup, et le comédien qui, vous vous souvenez, dans la scène du vieux fusil, la dernière scène avec Jean Bouise, où il revoit Romy Schneider à vélo, et lui dit vous venez manger à la maison dimanche? Et tout d'un coup, on sent que son regard s'embrume un peu, et c'était aussi ça, Philippe. Un réalisateur pouvait obtenir les deux de lui. Il avait un côté, il a beaucoup travaillé en Italie, il avait un côté comédie italienne de temps en temps, et quelquefois il nettoyait tout, il allait à l'épure. Donc c'était aussi ça, Philippe. Il avait cet éventail en tant que comédien de possible. Est-ce que, justement, par rapport à ce livre de conversation que vous aviez, qui était aussi, j'ai compris, une façon de pouvoir le faire parler, dès le départ, il y avait cette idée de pouvoir le partager justement avec le public qui l'a tant aimé dès le départ, ou est-ce que c'est aussi une sorte de prétexte? Dès le départ, oui, je voulais parler de notre métier, mais évidemment, ça a débordé sur la vie, quand on parle de Dieu, ou du temps qui passe, ou de Monique, ou de Frédéric. Évidemment, les deux sont liés, mais oui, il était question d'en faire un livre. Il le savait dès le début. Vous voyez, un artiste fait rarement des choses sans avoir l'idée de les partager. Vous voyez, sinon ça n'a pas de sens. Un texte au théâtre, il vit quand il est partagé, quand on le partage devant des salles. Un film, il existe quand il peut sortir. Et c'était pareil pour ce livre. Mais quand Philippe est parti, eh bien, je n'ai plus l'envie de faire paraître le livre. Et c'est aussi là Monique Chaumette qui m'a dit Fifi, tenez à vos conversations, tu devrais en faire quelque chose. Mais pendant un an, j'ai laissé le livre dans un tiroir en me disant bon, ça n'a plus de sens maintenant. Maintenant, Philippe est parti et pourquoi le faire paraître? Donc, Monique le désirait, Frédéric le désirait, et donc ça s'est fait. Les conversations, vous en fixiez à l'avance les dates, vous arriviez avec déjà peut-être une idée de quelque chose, d'un point de départ en tout cas, à évoquer cette fois-là pour changer les autres fois, ou est-ce que ça s'est d'une certaine façon été une compilation de moments un peu imprévus dont vous avez ramassé le contenu? Non, tout était toujours prévu. Tout était toujours prévu, et d'ailleurs, lorsque je travaillais ou quoi, Philippe m'appelait et me disait bah alors mon grand, notre livre il va pas s'écrire tout seul si vous venez pas. Alors là je savais, il fallait que je radine en vitesse. Mais oui, je préparais un peu, mais comme je vous disais tout à l'heure, quelquefois Philippe partait sur autre chose quand j'arrivais. Donc moi aussi je m'adaptais. Et comme je lui mettais le petit micro et que j'enregistrais tout, je me disais bon, je verrai après, mais je le laisse parler. Il était toujours... il aimait bien en fait remonter comme ça dans le passé, mais il aimait bien aussi me parler du public de la veille, de sa partenaire, comment ça s'était passé. Et c'était une période difficile pour lui, parce que Monique le raconte dans le livre, parce qu'il y a aussi un entretien avec Monique et Frédéric. Monique dit que lorsqu'il allait jouer Love Letters tous les soirs, quelquefois il lui disait « je ne vais pas y aller, ce soir j'aurai pas la force de jouer ». Et il lui disait « si, tu auras la force, vas-y, tu vas voir les techniciens,
tu vas rentrer dans ta loge, tu vas te maquiller, et puis après, quand tu seras sur scène, tu auras la force. Et effectivement, à cette époque-là, il marchait avec une canne, la canne de son père, et quand on le voyait en dehors de scène, c'était vraiment quelqu'un de très faible, très très faible. Il restait couché toute la journée pour avoir la force le soir de jouer. Mais c'est incroyable parce que j'en parlais avec Anouk Aimé une fois, qui me disait mais au salut il courait. Elle lui disait mais comment tu fais? Comment tu fais? En dehors tu marches tout doucement avec ta canne et quand le public applaudit, tu cours au salut. Il lui disait mais oui, mais je suis sur scène et là je joue. On va se quitter dans quelques instants, en tout cas provisoirement, et je voulais savoir si vous étiez d'accord pour nous faire une petite lecture éventuellement d'un passage qui est, voilà, un peu en fonction de vos envies, un passage que vous aimez particulièrement, mais il y en a tellement. Et le fait de vieillir, Fifi, ben ça c'est pas très rigolo, bien évidemment. C'est peut-être un peu simplé, un peu bébête, mais je crois, comme je vous disais, que le fait d'avoir beaucoup vécu au contact de la nature, c'est-à-dire à la campagne, entouré d'animaux, de chiens, de chevaux, m'a aidé à être serein par rapport à toutes ces questions. Un cheval mort, c'est une vision de la mort très, comment dire, très violente. J'ai vu un de mes chevaux, comme ça, faire 3 pas, tomber, se relever, et bam, retomber. Tout à coup, il est couché là, devant vous, et vous avez tout de suite le sentiment que c'est terminé. C'est très concret, comme si vous pouviez toucher la mort du bout des doigts. J'ai l'image d'un sablier. La vie s'écoule comme ça, chaque seconde, et en attendant le grand dénouement précédé par la vieillesse, par la perte de nos proches et autres moments terribles que nous réserve l'existence, on fait semblant de croire que ça n'arrivera jamais. C'est terrible, c'est épouvantable. Mais en même temps, je me rends compte de la chance, du privilège énorme dont j'ai bénéficié d'exercer toute ma vie un métier qui est ma passion. Je suis riche aujourd'hui de toutes ces rencontres, ces échanges, ce bonheur dans le travail, toutes ces amitiés. À 30 ans, je n'avais pas ça. Effectivement, je bondissais sur mon cheval, je buvais, mais je n'avais pas cette richesse de la vie. C'est vrai que de temps en temps, je me dis, ça, je l'ai connu, mais je ne le connaîtrai plus. Alors là, oui, c'est du rail. Philippe, et Dieu dans tout ça. Oh, alors là, mon vieux, là, alors c'est le gouffre. De temps en temps, je me dis que ça doit être bien agréable de croire en quelque chose ou en quelqu'un, mais c'est vraiment pas mon cas. Il y a quelques vers des Contemplations de Victor Hugo qui me reviennent et qui disent « Au fond de cet azur immobile et dormant, peut-être faites-vous des choses inconnues, où la douleur de l'homme entre comme élément. Peut-être est-il utile à vos desseins sans nombre, que des êtres charmants s'en aillent, emportés par le tourbillon sombre des noirs événements. Nos destins ténébreux vont sous des lois immenses que rien ne déconcerte et que rien n'attendrit. Vous ne pouvez avoir de subite clémence qui dérange le monde. Ô Dieu, tranquille esprit. Ben voilà quoi, vous me parlez de Dieu et c'est vraiment ça que j'ai en tête, toutes ces douleurs. Pour 95% des gens, la vie n'est que douleur. Comme le disait Jules Renard, si on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce en serait la salle d'attente. Ben nous, on est des privilégiés.
Tous les soirs, quand je disais ce texte des contemplations, ça me parlait vraiment. Hélas, laissez les pleurs couler de ma paupière, puisque vous avez fait les hommes pour cela. Oui, c'est beau, non? À quoi cette absurdité de la vie peut-elle servir? À quoi ça correspond? Est-ce qu'il y a une raison dans tout ça? Est-ce que c'est le hasard et la nécessité, comme disait François Jacob? J'ai l'impression d'un monde dominé par le mal, avec quelques personnes qui essaient de colmater les brèches, comme on dit. Mais j'ai l'impression d'un combat perdu d'avance. Ce qui me réconforte, c'est le sentiment que j'ai d'appartenir à une famille de choix, une famille que je me suis créée et qui comprend aussi bien des morts que des vivants, des gens que j'admire, des auteurs, des artistes. J'ai l'impression d'une communion, d'une fraternité avec eux. J'ai du mal à articuler cette sensation avec des mots, mais c'est quelque chose qui m'est très proche. Vous savez, Bruno, pour en revenir à la mort, c'est étrange, mais j'ai vraiment constaté qu'à partir du moment où mon père et ma mère sont morts, jamais ils n'ont été aussi présents dans ma vie. De leur vivant, on était très proches, je les voyais très souvent, ils étaient venus habiter près de chez nous, mais je vivais ma vie. Depuis leur disparition, ils me reviennent à plusieurs occasions par jour à l'esprit. Quand je suis avec les deux femmes de ma vie, Frédéric et Monique, il n'y a pas une journée sans qu'on les évoque, pour une raison, pour une autre. Et vous savez, il y a une chose très troublante aussi, que vous connaîtrez sans doute, parce que je crois que c'est une règle, c'est ce sentiment de mettre ses pas dans les pas de son père pour un garçon. Tout à coup, vous vous surprenez à faire quelque chose ou à dire quelque chose ou à avoir un comportement que vous n'aviez pas jusque-là. Un jour, on terminait de déjeuner et Monique m'a dit « Tiens, tu viens de plier ta serviette comme le faisait ton père. » Chose qui ne m'était jamais arrivée avant. Et je me suis effectivement revu faire ce que faisait papa. Il pliait sa serviette, il la posait sur la table, il faisait ça, et il l'aplatissait comme ça. Et j'ai fait ce même petit cérémonial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on devait avoir plusieurs exemplaires du livre de Bruno, mais pour des raisons X et Y qui ne sont jamais arrivées ici. Donc, on n'a qu'un seul exemplaire et plusieurs exemplaires que tu nous as apportés de ces conversations. Donc voilà, si c'est des objets qui vous intéressent, on est à votre disposition. Un grand merci, Merci à vous pour votre présence. Merci.